Lettre d'un des 3 petits cochons à ses 2 frères. Mes chers frères, nous sommes 3 et nous sommes un. Je suis l'un et l'autre d'entre vous, tout comme l'un et l'autre de vous êtes moi. Il n'y a pas en nous 3 frères dont 2 ont échoué et l'un réussi. Il y a 3 frères aux expériences différentes et pourtant interchangeables. La somme de ces expériences a fait de nous un cochon complet, qui nous comprend tous les 3. Si toutefois aujourd'hui je m'adresse à vous comme à des frères, c'est que je me souviens du chemin qu'il m'a fallu parcourir pour devenir ce cochon heureux d'aujourd'hui. Je sais que d'autres, comme toi peut-être mon frère, ou toi peut-être mon autre frère, cherchent toujours à construire une maison qui leur permettra de faire fuir le loup. C'est pourquoi j'ai choisi de vous conter mon histoire, qui est aussi la vôtre. À l'aube de l'âge adulte, j'ai dû quitter la maison de mes parents. Certes non, je n'y étais pas prêt, mais l'âge en était venu, et je ne pouvais plus reculer devant cette vie qui se présentait, la mienne et celle de personne d'autre. Je partais entre inquiétude et enthousiasme. Sans maison, attaché nulle part, libre étais-je de courir les chemins et de mener une vie à l'aventure, au petit bonheur la chance, comme le dit si joliment l'expression. L'été se passa à dormir dans l'herbe rose et à festoyer avec des compagnons d'aventure. À l'automne, j'étais déjà un peu las de cette nouvelle vie oisive, et je sentais le froid venir, et avec lui la période des loups affamés qui hurlent au long des nuits sans fin. Il me fallait, comme chacun d'entre nous, me construire un abri, un lieu qui me tienne chaud, me protège et m'enthousiasme. La maison de ma vie, constituée de projets qui me tenaient à cœur. Car, mes chers frères, tout comme vous, je n'avais pas de mal à entendre mon cœur, et des désirs et des projets, j'en avais 1000 et 1000 encore. Un soir, je pris donc la décision de me consacrer en priorité, dès le lendemain, à la construction de mon abri, ma maison, la future demeure de ma vie. Et, cette résolution en tête, je m'endormis. Les oiseaux me réveillèrent. Il était matin, et en me levant, je vis dans la brume un homme passer. Il portait sur son dos une botte de fétu de paille, qu'il avait liée d'un jonc d'herbe en un léger fardeau. De loin, j'admirai les fétus légers, faciles à lever et à porter. L'homme me regarda, me proposa sa botte de paille. J'acceptai, et il partit sans rien me demander en échange. J'étais étonnée et ravie. Moi qui avais résolu la veille de me construire une maison, voilà que le matériau rêvé m'en tombait du ciel sans que j'eusse à fournir le moindre effort. Du foin bien jaune, de la paille bien sèche, qui saurait donner chaleur et gaieté à mon foyer. Car qu'est-ce qu'un foyer, sinon un nid où les oisillons dans l'âme que nous sommes, mes frères, aiment à se blottir durant l'hiver en attendant la belle saison? Et à quoi bon des murs de pierre froide quand il nous suffit d'avoir des brins de chaume à contempler de notre couche quand il fait matin? Enfin, pensai-je, voilà qui correspondait en tout point à mes projets. Une vie comme un nid, au cœur de la nature. J'y mangerais, au rythme des saisons, des glands et des herbes que j'aurais reniflées et cueillies moi-même dans la forêt. Le matin, je m'ébattrais dans les marais environnants, et l'après-midi, je réaliserais ce projet qui me tient tant à cœur, et que je préfère garder secret pour l'instant. Mais vous ne serez pas étonnés, mes frères, vous qui savez que l'on médit trop souvent au sujet des cochons sans les connaître, qu'il s'agit d'un projet un peu fou, long et difficile à mener sans doute, mais vibrant de cette vie que je sens en mon cœur, comme le sent peut-être tout être qui respire en ce monde. Je m'approchai donc pour saisir la botte de paille, mais il me sembla qu'il y avait là de bien étonnants fétus. Et quand je me penchai pour les admirer de plus près, il en sortit. À profusion, de magnifiques étoffes colorées, comme en rêve chacun de nous, en lin, en coton, en soie ou en feuilles tressées. Bien coupées, bien taillées, elles donnaient envie de les caresser et de les porter toutes à la fois, tant elles étaient belles. Il en sortit aussi des images animées qui mettaient en scène nos semblables et qui faisaient passer le temps bien plus vite qu'il n'allait lui-même, comme seul peut le faire le sommeil du matin entre 2 réveils reportés. 10 minutes semblaient en être une heure 10 minutes, et une journée 1 heure. Il en sortit aussi des plats odorants, déjà cuisinés et préparés, qu'il ne restait qu'à réchauffer et savourer, aux couleurs alléchantes et aux saveurs variées. J'étais émerveillée. Je ramassai la botte qui redevint de paille, me choisis un bel endroit, et de tous ces fétus magiques qui se multipliaient d'eux-mêmes à profusion, je fabriquai sans effort mon abri, une magnifique maison aux murs et aux toits de chaume. Et dès le soir venu, comme j'en avais rêvé, je pouvais m'allonger sur ma couche et contempler la chaleur du chaume, tout en écoutant avec délice le vent souffler dehors dans les branchages. Dès demain, me disais-je,
je commencerai une nouvelle vie, et je m'endormis heureux. Et certes, c'est une nouvelle vie qui commença, mais non point celle que j'avais imaginée. Le matin, je choisissais dans le chaume de ma hutte celle parmi les étoffes qui correspondait le mieux à mon humeur. Ainsi paré et plein de joie, je me demandais quel plat déjà cuisiné me flatterait le plus le palais. Je le réchauffais, le versais dans mon écuelle, puis me rallongeais sur ma couche et me délectais tout le jour de ces images animées, pleines de personnages drôles et attachants, qui me semblaient vivre une vie plus intense que la mienne, et dont l'un me rappelait avec plaisir mon père, l'autre ma mère, un autre ma grand-mère, un ami, un frère, une sœur. Et je passais là des heures merveilleuses et hypnotisantes, plus rapides que le souffle du vent. La nuit était tombée depuis bien longtemps déjà quand, les paupières alourdies, je sombrais à contre-cœur dans un sommeil bref, avant de me relever, de choisir de nouveaux vêtements, de me faire chauffer un nouveau plat savoureux, et de me rallonger devant de nouvelles histoires animées que j'aurais tant aimé vivre. Il ne faut pas croire que je passais mes journées seule, car ces compagnons d'écran me suivaient jusque dans mon sommeil. De plus, j'avais à cette époque une foule d'autres amis, petits cochons ou animaux de la forêt des villages environnants. Parfois ils venaient dans ma chaumière, et parfois j'allais dans les leurs. Alors nous nous complimentions mutuellement sur la beauté et l'originalité de nos tenues, quoique ce fussent peu ou prou les mêmes. Puis, comme chez moi, nous y regardions les mêmes images animées et en rions ensemble, tout en dégustant les mêmes produits déjà cuisinés aux fortes saveurs. Toutefois, mon projet initial, celui qui me tenait tant à cœur et auquel j'avais projeté de consacrer tous mes après-midi, je ne m'en souvenais plus guère. Parfois, il me traversait l'esprit que ma vie de paille n'était pas celle dont j'avais rêvé. Alors, je changeais de chaîne sur mon écran de chaume, car j'avais le pouvoir d'en visionner à volonté des millions, quoique toutes fussent à peu près semblables, et je regardais des émissions qui mettaient en scène des personnages qui, eux, avaient radicalement changé de vie. Un tel s'était consacré à la musique, au théâtre, à la botanique ou à l'écriture. Quelle chance ils ont, pensais-je en moi-même, d'avoir eu le courage de s'arracher aux délices de notre vie pour s'accorder davantage à leurs désirs profonds. Et je pleurais de félicité pour eux, tout en déplorant ma propre résignation. Mais le courage de me réveiller, de me faire souffrance pour m'extirper de mon triste bonheur, je ne le trouvais pas en mon âme, car chaque image animée en appelait une autre et me laissait plus découragée et dépossédée de moi-même. Au fil des jours et des plats cuisinés, j'étais chaque jour un peu plus las, un peu plus résignée, plus triste pour moi et pour les autres. C'est alors qu'arriva la fin de l'année 87. Dès le début de l'automne, le froid fut terrible, et je me mis à claquer des dents et des sabots dans ma frêle demeure de paille. Le soleil avait cessé de briller dans le ciel, et celui-ci était devenu blanc, d'un blanc lancinant, ou du moins ce fut mon impression. Je m'étiolais, et repensais parfois à mon projet initial, une vie vibrante, naturelle et créative, avec tristesse et découragement. Je n'avais plus vraiment le goût de regarder les images animées, car ma vue devenait trouble. Je ne trouvais plus satisfaction aux produits cuisinés, car ma langue était pâteuse. Et les couleurs et textiles de mes habits, je ne les remarquais plus. Non, je restais à la fenêtre, à regarder la neige tomber. Elle tombait sans cesse, blanche dans le ciel gris, et je me demandais chaque jour quand le prochain serait différent. Mais rien ne semblait pouvoir briser la monotonie des jours où rien ne se passait. Un soir, je m'endormis, comme cela m'arrivait depuis quelque temps, l'âme blanche, et plutôt que de coutume. Des hurlements me réveillèrent. Étaient-ce les miens, ou ceux des loups qui sortaient des bois pour faire leur pâture de quelque proie? Plus j'écoutais, plus le cri s'intensifiait. Et plus il s'intensifiait, plus moi, le petit cochon qui était devenu grand, je hurlais à l'unisson. Je mis mon groin à la fenêtre et je vis effectivement, encerclant ma demeure, une meute de loups déchaînés. Ces loups noirs de mon angoisse ne me laissaient aucun répit et me renvoyaient en pleine face la futilité des tristes fétus de moi-même. Qui étais-je donc en ce lieu? J'avais pris ce qu'on m'avait donné, dont on m'avait pourvu, empli à satiété. Je ne m'étais pas posé de questions, j'avais avalé ce qui s'offrait à moi, suivi la pente de ce que je croyais être notre monde, et je ne savais plus pourquoi, ni pourquoi. Alors, dans un sursaut de mort, et donc de vie, je hurlai. « Allez-y !» Et, en un seul mouvement, comme mus par mon imagination, les loups s'approchèrent, creusèrent leur ventre pour remplir leurs poumons d'air,
et soufflèrent à l'unisson. Je vis les fétus de paille en l'air voler, et je m'évanouis. Les oiseaux me réveillèrent. Il était matin, et je sentis sous moi de la neige fondue. Personne aux alentours. Je me levai en grelottant de froid. Partout, la neige fondante laissait apparaître la terre nue. Ici et là, quelques bouts de bois. Malgré le froid, je me mis à gambader. Je sentais la jeunesse de mon corps, et j'étais plein d'entrain au souvenir de ma résolution de la veille. Créer mon abri, mon logis, ma maison. Mais avec quoi? Je regardais autour de moi quand dans la brume, cher frère, je vis un homme passer. Il portait sur son dos une botte de fétu de paille qu'il avait liée d'un jonc d'herbe en un léger fardeau. Je sentis un tremblement en mon cœur, et je frissonnai sans savoir pourquoi. De la paille, me demandai-je, serait-ce un bon matériau pour bâtir mon logis? Non pas. Lorsqu'il y pleuvra, elle sera mouillée. L'hiver, il y fera froid. Lors des bourrasques, le vent y soufflera, et si l'on m'attaque, ma défense sera bien maigre. Le temps de me faire ces réflexions, l'homme avait déjà disparu. Ce qu'il me faudrait, pensai-je alors, c'est un matériau plus solide qui me protège de toutes les agressions possibles. Idéalement, des briques. Hélas, ici il n'y en a pas, et pour en trouver, cela nécessiterait d'aller bien loin, jusqu'à la carrière de pierre, là-bas, de l'autre côté de la forêt. Et moi, j'ai une terrible peur à l'idée de traverser la forêt, même en été où les loups, semble-t-il, n'y sont point. Et puis, même si je la traversais, jamais je ne pourrais transporter tout seul assez de briques pour construire ici ma maison. J'étais irrésolu, car bien certain d'être incapable de construire une telle demeure. Car je rêvais d'un véritable palais en pierre, solide, où je puisse passer ma vie en tranquillité, à l'écart de tous les dangers. Je me voyais y manger, face au feu, des glands et de fines herbes de la forêt que j'aurais fait bouillir dans une marmite. Le matin, je m'ébattrais dans les marais environnants, et je consacrerai mes après-midi à un projet un peu fou, que je vous révèle ici, mais n'en dites mot à personne. Chercher, au cœur de la forêt, des plantes inconnues, et devenir un botaniste inventeur de nouveaux parfums et de nouveaux plats. Je trouverai des senteurs de vie nouvelles que je consignerai dans des poèmes, des mélodies et des toiles en pur coton. On viendrait me voir de loin pour respirer mes parfums au thym citronné et goûter mes délicieuses préparations. Et, le soir venu, après avoir éteint le feu dans l'âtre, je me rendrai à ma chambre, m'allongerai sur un lit en bois finement sculpté que j'aurai moi-même fabriqué, et me glisserai entre les douces couettes de plumes confectionnées par mes amis canards. Car je serai entre-temps devenu leur ami intime lors de l'apprentissage que je comptais faire sous peu de toutes les langues des animaux de la forêt et des villages alentours. Je rêvais à tout cela pendant quelques semaines. Le printemps vint, et je décidai de sortir de mes rêveries et de passer outre mon incertitude pour agir. Si je voulais construire cette maison, il fallait m'en donner les moyens. D'abord, créer les plans de ma maison, puis m'aventurer dans la forêt pour me rendre une première fois à la carrière de pierre. Je m'installai donc un espace de travail dans un coin ombragé de ma clairière, auprès d'un cerisier en fleurs, et me mis à dessiner les plans de mon futur manoir avec un certain plaisir. Ici la chambre, là le salon. Mais peu à peu, un malaise indéfini s'installa en moi. Devais-je vraiment tenter de construire une demeure en pierre, ou était-ce voué à l'échec? Et pourrais-je réellement être botaniste et inventeur de parfums un jour? Non, me disais-je, c'est démesuré et même prétentieux pour le petit cochon que je suis d'avoir de telles ambitions. Même si je réalise mes rêves, je serai sûrement bien ridicule, car que diront les animaux de passage en voyant devant ma porte mon panneau « botaniste est spécial » et, à la fenêtre à meneaux de ma demeure, mon groin satisfait? Ils riront bien entre eux. Et je les imaginais, groupés dans des veillées où je ne serais point, racontant mon histoire et se gaussant entre eux. Ces pensées s'entretenaient d'elles-mêmes dans mon esprit, et elles entravaient mes idées, brouillaient les dessins de mes plans, paralysaient l'idée même de mon projet. Hébété, je ne savais plus si ce que je le voulais vraiment. Alors, peut-être étais-je réellement, comme ma famille le disait souvent de moi, prompt à m'emballer en de grandes rêveries, mais incapable de les réaliser dans les faits? J'avais tant de projets que je ne savais par lequel commencer, et je m'en voulais, lorsque j'en entamais un, de ne point, pendant ce temps, m'attaquer aux autres. Et je restais là des heures durant, passant d'une idée à l'autre, entreprenant une action pour l'arrêter quelques heures plus tard, incertain de mes buts et de mes souhaits, et insatisfait de moi, comme des projets que je n'arrivais pas à concrétiser. L'été vint. Les plans de ma demeure n'étaient pas réellement achevés, mais je savais que je devais profiter de la belle saison pour m'aventurer à travers la forêt, jusqu'à la carrière de pierre. Car les loups, dit-on, fuient nos forêts au printemps pour des contrées plus froides, avant d'y revenir à l'automne.
Je m'imaginais souvent la première de mes visites à la carrière de roche. Là, assis sur un tas de pierres plus élevées, je contemplerais leur blancheur et les caresserais du regard, enthousiasmé par la magnificence à venir dans mon manoir. Je me résolus un matin à découvrir pour de vrai cette carrière tant rêvée, dont je n'avais eu connaissance que par ouï-dire, et je me dirigeai aussi fermement que je le pouvais, malgré ma peur, vers la lisière du bois. La bruyère s'y faisait sauvage, et déclinait ses fleurs violettes en des fourrés toujours plus touffus. J'entrai en suivant un sentier d'animaux et marchai une dizaine de minutes. Brutalement, la lumière se fit plus rare, et j'avançai dans une semi-pénombre. Les pins et chênes amicaux que j'admirais en lisière de bois s'étaient mués en sapins noirs, et des ronces entravaient ma marche. Mes pattes roses tremblaient sous moi, et mon cœur galopait dans ma poitrine, mais je continuai à avancer. Le sentier initial avait subrepticement disparu, laissant place à une forêt miniature de fougères plus hautes que moi. J'avançai, groin en avant, parmi les fougères aveugles. Je sentais l'humus qui montait du sol et pensais que la nuit déjà devait être proche. Soudain, je distinguai, à quelques centaines de mètres de moi, une masse sombre sous un arbre. Était-ce un loup blessé que ses compagnons auraient abandonné là, un gros sanglier ou un ours? Mes yeux ne me permettaient pas de le distinguer. J'avançai faiblement lorsqu'un grognement sourd émanant de la bête se fit entendre. Alors je me fis plus silencieux que jamais et rebroussai chemin. Au-dessus de moi, pas un souffle de fougère n'eût trahi ma présence, mais mon cœur tapait si méchamment dans ma poitrine qu'il me semblait être plus bruyant qu'un troupeau de yaks. Je retrouvai mes traces de pattes et les suivis, et lorsque je ressortis, au bord des larmes, dans la clairière, le soleil était à son zénith. Mon aventure, qui m'avait paru si longue et qui m'avait tant coûté, n'avait duré que quelques heures. Je passai plusieurs jours à me reprocher mon échec. Comment pourrais-je être un jour un cochon adulte et libre si je renonçais à chaque masse indistincte, si les arbres noirs eux-mêmes suffisaient à faire trembler mes pattes? Et désormais, comment rêver encore à cette demeure de pierre? Il était exclu pour moi, absolument exclu, de retourner seul dans la forêt. J'éludai la question, et, la mort dans l'âme, je me résolus à entreprendre un nouvel ouvrage en fabriquant et sculptant finement mon lit. Cela me permettrait au moins de dormir dans un objet d'art. Certes, je n'étais pas pour l'heure en possession des moelleux du rêvé, mais il me fallait faire avec la réalité de mes capacités. Je ramassai donc des branches, les sciai, les polis, et me mis à construire mon lit. Je travaillai avec ardeur pendant des jours, et mon objet d'art était presque fini. Il n'y manquait que l'un des pieds, lorsque je m'aperçus que le vent de septembre soufflait froid, et qu'il me fallait, si je souhaitais survivre à la neige et aux loups de l'hiver, m'atteler au plus vite à la construction de ma demeure. J'étais, ce qui ne vous étonnera pas, craintif par nature de l'hiver, ayant une peur terrible des loups tout en étant fort frileux. La seule solution qu'il me restait pour l'heure était donc de me bâtir une maison en bois. Je décidai, une fois de plus, de suivre pour cela une méthode fort précise que je notai sur mon carnet. Je me sentis alors revigoré d'avoir réfléchi à cet ordre de route et de penser que j'allais l'appliquer, et me mis à ramasser avec entrain une branche, puis deux, puis trois. En fit un tas, 10 tas, 20 tas. Alors commença un travail acharné. Il me fallut plusieurs jours pour ramasser le bois nécessaire, puis de nombreux autres encore pour le scier, l'équarrir au plus près, et en joncher le sol de ma demeure. J'étais extrêmement exigeant avec moi-même, en particulier en ce qui concernait l'équarrissage des poutres. Il fallait, pour que ma maison soit solide, que celles-ci s'emboîtassent exactement les unes dans les autres, sans laisser l'air y souffler. De ce fait, j'avançais lentement, ce qui ne manquait pas, chaque soir, de m'inquiéter davantage dans ma lutte contre le temps qui s'écoulait. Plusieurs semaines étaient passées, et les feuilles se faisaient rares sur les arbres, quand je commençai à bâtir le premier mur. Je n'avais jamais travaillé si durement, mais 3 semaines plus tard, mes chers frères, alors que les arbres étaient dépouillés et que le vent commençait à souffler froid, tous les murs étaient montés et les poutres installées pour y accueillir le toit à venir. La nuit où je devais placer les poutres, qui à leur tour supporteraient le toit, j'entendis des grognements à la lisière du bois, et je me hâtai de placer les premières poutres qui couvriraient ma demeure. Je travaillai toute la journée suivante dans l'angoisse, mais, le soir tombé, il restait encore une partie de la toiture à couvrir. Je le savais, pensai-je, le moment est venu de faire les comptes. Je suis en retard, comme prévu, comme toujours. Je n'ai pas su travailler assez, ou assez bien, ou assez vite.
Je suis maladroit, je suis lent. J'en étais là, rabâchant en moi-même de nombreux reproches, quand les loups envahirent la clairière en hurlant à l'odeur de mon sang, de ma sueur et de mon angoisse. Car, comme les chiens, instinctivement, sentent la peur, les loups sont excités par l'angoisse des autres animaux et s'en nourrissent. À la hâte, je plaçai alors en même temps les 3 poutres que je n'avais pu équarrir à la perfection. Mal placée, l'une d'elles tomba à grand fracas dans ma demeure et heurta un coin de mon pauvre lit. Les loups encerclèrent mon chalet inachevé, gonflèrent leur poitrine d'air et soufflèrent 3 fois à l'unisson. La première fois, le chalet trembla. La deuxième fois, une autre poutre du toit s'effondra. La troisième fois, je ne la vis pas, car je m'étais évanoui de terreur. Mais les reproches que je ne cessais de m'adresser à moi-même, avec mes angoisses, s'échappèrent de mon corps, et toute la nuit, les loups s'en repurent et en firent un festin. Les oiseaux me réveillèrent. Il était matin, et je sentis, sous moi, de la neige fondue. Je clignai des yeux, et jetai un coup d'œil pour voir où j'étais. Autour de moi, la neige fondante laissait apercevoir la terre nue, et, au milieu de la clairière, se dressaient les restes d'une maison en bois qu'un de nos semblables avait dû, un jour, habiter avec plaisir. Personne aux alentours. J'avais très froid, et pourtant je restais allongé. Il me semblait revenir de loin, de très loin. Je me souvenais pourtant que j'avais décidé, la veille, de me construire mon lieu à moi, un lieu qui me soutiendrait et me formerait à la fois. J'avais beau savoir que j'étais jeune, que j'avais quitté, avec mes frères, la maison de nos parents au dernier printemps, je me sentais bien fatiguée là. Construire une maison, pensais-je. Voilà un bien beau projet, mais comment? J'ai tant de doutes en moi, je suis si seule, et la tâche à accomplir est si longue. J'aurais voulu avoir, à ce moment précis, de vos nouvelles, chers frères, car je savais que vous deviez être confrontés aux mêmes difficultés que moi. Mais nous avions emprunté, au sortir de la maison, 3 chemins différents, et je ne savais ce que vous étiez devenus. Je savais seulement que je vous retrouverais, sans doute un jour, mais le moment n'en était pas encore venu. Je restais allongé à réfléchir. J'entrevoyais les efforts que j'allais devoir faire, les doutes et les peurs qui allaient me faire obstacle, et je n'étais pas sûre de vouloir y être confrontée. Après tout, me disais-je, est-ce si indispensable d'avoir ma propre maison? Je pourrais plutôt partir à la recherche de mes frères et m'abriter pour l'hiver chez l'un d'entre eux. Je ne me sens pas capable de vivre seule une vie adulte. Peut-être l'un de mes frères y a-t-il réussi, et pourra-t-il m'héberger jusqu'à ce que je me sente plus grand? Ainsi je serai nourrie, logée, dorlotée comme chez mes parents, et j'y resterai, si je le peux, toute ma vie. Mais cette pensée me fit horriblement frissonner. Était-ce cela, mon ambition? Ne rien accomplir par moi-même, et me contenter de me faire porter par les autres? Car finalement, me dis-je, ai-je réellement le choix? Ma vie est ma vie, et elle le restera quoi que je fasse. Si je ne suis pas capable de lutter et pour et contre moi-même pour réaliser ce que je veux profondément et devenir adulte, cela n'affectera pas seulement ce projet-ci, mais tous ceux à venir. Je me suis déjà, dans des vies antérieures, je le sens, réfugiée derrière de fausses demeures. J'ai cédé à mes peurs et louvoyé face à mes désirs profonds. Et aujourd'hui, je vois que le moment est venu de m'affronter moi-même. Pour construire ma maison, bien des doutes et bien des peurs apparaîtront, c'est certain, non pas une fois, mais 1000. Mais si je fuis en les voyant comme l'on fuit face à son ombre, je suis effrayée et vaincue par moi-même. On oppose toujours les loups et les petits cochons, ou les petits enfants, mais les loups les plus féroces, je le sais, sont en moi, et je vais les nommer ici. Peur de partir, peur d'avoir raté, peur de finir, peur qu'il soit trop tard, peur d'être seul, peur d'être oublié, peur de se laisser berner par du foin, peur de conduire et de voler, peur d'être moqué, peur d'être fou. Ô petite peur, je fus fort craintif un jour à l'idée de vous rencontrer. Mais aujourd'hui, je veux vous donner rendez-vous tous les jours, et vous saluer encore, et poursuivre mon chemin, avec ou sans votre compagnie. Car vrai, même un vrai loup ferait piètre figure face à vous, ô mes loups intérieurs. Je me suis assis sous un cerisier, j'ai fait des plans pour ma maison, j'ai entendu mes peurs, j'ai failli renoncer, mais je les ai caressées et j'ai continué. J'ai été au village le plus proche, j'y ai trouvé un homme qui m'a prêté une brouette. Je me suis aventuré avec ma brouette dans la forêt de noirs sapins. Mes pattes roses ont tremblé sous moi et mon cœur a galopé dans ma poitrine. J'ai vu une masse indistincte qui grognait, je me suis approché et j'y ai trouvé le loup de mon inquiétude. J'ai tremblé, j'ai voulu faire demi-tour, mais je l'ai caressé et j'ai continué. J'ai accédé à la carrière et j'ai transporté mes pierres blanches, maintes et maintes fois dans ma brouette.
Puis j'ai posé le sol, monté les murs, installé les poutres et monté le toit. J'ai vu que ce n'était pas parfait, mais je l'ai accepté et j'ai continué mon ouvrage. J'ai vu le printemps laisser place à l'été, et l'été se finir. Quand les feuilles ont commencé à roussir, une belle maison de pierre blanche avec une fenêtre à meneaux se dressait dans ma chère clairière. Je me suis reposée, puis j'ai été rendre la brouette à l'homme qui me l'avait prêtée, et, le premier, je l'ai invité dans ma demeure. Devant le feu crépitant dans la cheminée, nous avons bu des infusions d'herbes de la forêt. Comme cadeau d'installation, il a tenu à m'offrir un fort beau lit en bois sculpté qu'il avait trouvé, m'a-t-il dit, un jour dans cette même clairière, et il lui avait ajouté un pied qui lui manquait, ainsi que de délicieuses couettes en plumes de canard. J'étais installé là depuis une semaine à peine, mes frères, occupé à classer et à sentir des herbes nouvelles trouvées au plus profond de la forêt, quand on a frappé à ma porte et que j'ai eu le bonheur de vous voir entrer. Mes chers frères, nous sommes 3 et nous sommes 1. Je suis l'un et l'autre de chacun d'entre vous, tout comme chacun d'entre vous est moi. Il n'y a pas en nous 3 frères dont 2 ont échoué et l'un réussi. Il y a en nous 3 un seul cochon et 1000 autres. Nous nous sommes racontés, au coin du feu, nos chemins jusqu'à aujourd'hui. J'ai admiré votre force et votre courage. Toi, mon frère, quand tu as su t'apercevoir que le foin ne te nourrissait pas. Et toi, mon frère, quand je vois comme tu as lutté pour rendre si parfaite ta maison de bois. Je tenais à vous écrire cette lettre pour essayer d'analyser avec vous les parcours de nos improbables histoires. J'ai été cochon de paille, comme toi, cher frère, et comme nous tous, c'est-à-dire naïf. J'avais un projet, mais je m'en laissais dérouter par toutes les illusions de bonheur qui se présentaient à moi. Je n'avais pas de volonté et je me laissais amuser, berner et vider par ce que nous offre à profusion notre société. Je ne voyais ni le danger de m'y perdre, ni le froid qui en vient de l'intérieur, mais je pensais que la paille me maintiendrait au sec parce qu'elle était belle et jaune. La paille, oui, était légère à porter, facile à lever, pleine d'illusoires promesses, comme l'est tout ce qui nous paraît facile, semble nous nourrir mais nous laisse creux et malades. On nous offrait la liberté d'utiliser ce qui avait été pensé et préparé par d'autres, et on nous coupait les mains comme l'imagination. Je vous l'avoue aujourd'hui, j'ai soufflé avec les loups pour dissiper le simulacre de bonheur dans lequel je me perdais. J'ai été cochon de bois, comme toi, cher frère, et comme nous tous, c'est-à-dire plein de projets et de bonne volonté, mais paralysé par mes peurs et mon indécision. J'étais noyé sous la masse de mes idées, je me mettais dans la situation de manquer du matériel nécessaire à ma réussite, où je commençais un projet pour vite le délaisser parce que je tremblais à l'idée de faire un ouvrage achevé, que les autres pourraient juger, critiquer, moquer, détester. Je courais après le temps parce que mon indétermination me le faisait toujours perdre. Je m'accusais sans cesse d'être ce que je n'étais pas et me reprochais ce dont j'étais en fait la seule victime. Paralysé, pieds et poings liés, je me suis puni en laissant ma demeure inachevée pour que le loup me croque et me prouve que j'étais bien l'incapable que j'étais persuadé d'être. Je suis cochon de pierre, comme toi, cher frère, et comme je nous souhaite à nous tous de l'être un jour, c'est-à-dire peureux, mais luttant autant que je le puis contre cette peur. Je la connais mieux que moi-même, et elle peut dire de même de moi. Vous avez contemplé, en entrant, mon manoir et son bel aménagement, et vous m'avez félicité. J'aimerais que vous sachiez que le manoir n'est que la cerise sur le gâteau, comme, mes chers, vos réalisations, vos diplômes, vos chansons, vos traductions, vos peintures, dessins ou morceaux de musique, comme la langue que vous avez apprise, comme vos poèmes ou vos contes. Ce qui m'a le plus coûté, comme à vous, ce n'est pas sa construction concrète, c'est la lutte contre et pour moi-même qu'elle a engendrée. Pourquoi le monde nous félicite-t-il toujours au résultat, et non point pendant l'effort, pour avoir osé essayer? Mes chers frères, nous entendons le vent froid de l'hiver qui tape contre notre demeure, car ce manoir est le vôtre, et les loups hurlants qui l'encerclent. N'ayons plus peur d'eux. J'en vois un qui descend le long de la cheminée. Qu'il descende, et le feu crépitant de joie lui brûlera la queue. Mais nous le voyons, acrobate, qui a compris son erreur et remonte habilement le long du conduit pour dire à ses frères de trouver une autre demeure à encercler. Mes très chers frères, vous l'avez reconnu. Cette histoire est autant de moi que de vous. Merci à vous de me l'avoir inspirée. Très affectueusement, le petit cochon de paille, de bois et de pierre.